Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir une nouvelle étude de cas, donc celle d'Anthony Larnaudy. Salut Anthony. Bonjour à tous. Donc juste avant qu'on voit en détail donc pour quelles raisons tu as quitté la France, pourquoi tu as choisi l'Estonie plutôt qu'un autre pays. Donc tu es expatrié depuis l'été 2018, donc ça fait un petit moment déjà. Donc juste avant de voir tout ça dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et que tu nous dises qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Larnaudy. Aujourd'hui, je suis email copywriter et j'aide les leaders bienveillants à doubler leur chiffre d'affaires grâce au copywriting conscient. Je ne détaillerai pas cette approche ici, mais voilà ce que je fais principalement. Et puis, je forme également les leaders et les entrepreneurs du web à améliorer leurs résultats grâce à des formations en ligne. Donc, copywriting, donc si des personnes se demandent ou aimeraient vraiment améliorer leur page de vente, email marketing, voilà, Anthony sera la bonne personne pour vous. Alors, est-ce que tu peux revenir sur, tu es né en 1996, tu es jeune, donc qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'imagine si tu as fait le bac juste après le bac pour arriver à devenir copywriter, revenir un petit peu sur ces années-là. Et d'où tu viens en France, de quelle région? D'accord, commençons par d'où je viens parce que ça c'est le plus simple. Donc je suis l'originaire de Briançon, donc c'est une petite ville de 13 000 habitants dans les Hautes-Alpes. Donc j'ai grandi à la montagne, concrètement dans un cadre de vie quand même vachement agréable, un bon air, 300 jours de soleil par an, etc. Et j'aurais pas été du tout destiné à finir copywriter parce que quand tu finis la troisième, on te demande une orientation. Sachant pas trop quoi faire, je suis parti dans la mécanique donc à Grenoble. Ça ne m'a pas plu pendant très longtemps. J'ai été bon, mais ça m'a pas plu. Après, j'ai eu un élément qui a quand même déclenché un changement de me dire écoute ce qui te plaît. J'ai eu un accident de moto où j'ai failli rester. J'ai quand même été gravement touché au dos sur 3 vertèbres. Ça m'a duré pendant un petit moment. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'être coach sportif parce que j'ai toujours été sportif. J'ai toujours aimé donner des conseils dans le sport, d'ailleurs naturellement à des amis. Et ça s'est fait. Il y avait une formation diplômante comme ça dans le secteur. J'avais pu avoir un financement où il y avait une formation de vente avec. Et j'ai fait ça. J'étais pas spécialement avantagé parce qu'avec le dos, du coup, ça m'a permis. T'avais quelques petits soucis de santé pour ton dos. Ouais, voilà. Avec mes 3 vertèbres cassées, la rééducation, j'étais genre en salle avec un corset. Donc, Parce que tu as eu un accident de moto, c'est ça que tu m'avais évoqué. Ouais. Donc, accident de moto, forcément, malheureusement, sur le plan de ta santé, ça a eu un impact quelques soucis sur les mois et l'année qui a suivi. Donc du coup, j'ai pas réussi le diplôme, mais finalement, j'ai rebondi parce que j'ai pu aller dans un marketing de réseau qui était dans le domaine aussi du sport, du bien-être. Donc moi, ça m'a convenu. Je me suis dit, ok, on va pas rester sans rien faire. C'est pas parce que j'ai pas réussi mon diplôme que je vais pas pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai continué dans cette direction pendant 2 ans. Je dirais que c'était une bonne chose parce que ça m'a plus permis de me forger moi-même plutôt que d'atteindre mes objectifs, bien qu'ils aient pas changé. C'est le véhicule qui a changé. On va y venir. Jusqu'au jour où toute l'équipe est partie en fumée et que j'ai dû retrouver un travail salarié, le premier vrai entre guillemets, où j'ai fini dans une boulangerie. Et alors ça c'était quand? 2016 2017. 2017, ok. 2017, donc là, salarié dans une boulangerie. 2 ans après le marketing de réseau. Et là, il fallait payer le loyer, il fallait continuer de manger. Donc, un travail normal. Et je pense que dès la première semaine, j'avais décidé de trouver une solution pour faire autre chose. Parce que je me suis dit, c'est pas possible de faire un truc aussi merdique que ça. Ça te plaisait pas de travailler dans la boulangerie? Ce procédé, si tu veux, quand on aime ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'aurais été coach sportif dans une salle de sport, certainement que j'aurais peut-être aimé ce que je faisais pendant un certain temps. Mais travailler dans une boulangerie, j'ai jamais rêvé de travailler dans une boulangerie, tu vois. Je comprends. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher la fameuse phrase « Comment gagner de l'argent » sur Internet. J'avais un peu entendu aussi des personnes en parler, mais bon, c'était très nouveau. C'était flou dans ta tête, mais tu voulais sortir de ça. Il y a des gens, apparemment, qui font ça. Mais voilà, et puis du coup, très vite, je pense que la moitié de mon salaire est parti en formation pendant toute la durée de mon travail, et jusqu'au jour où j'ai commencé à mettre le premier pied dedans, premier échec, parce qu'à l'époque, j'avais aucune expertise, donc dans la formation, ça marchait pas. Et après, je pense que pendant les 1 an qui ont suivi, donc là, on doit être entre 2017 et 2018,
J'ai touché à peu près à tout, donc affiliation, blogging, e-commerce. J'ai fait aussi pas mal de prestations de services qui m'a quand même bien aidé entre les personnes chez qui je m'étais formé. D'ailleurs, j'ai souvent bossé pour elles derrière, donc ça m'a donné pas mal d'expérience et une vision plus profonde de qu'est-ce qui est possible derrière, parce que tu vois des vrais business qui tournent, tu t'es plus dans le côté de voilà, il y a des choses qui se passent, mais c'est très comment dire, flou. Jusqu'au jour où, pareil, un dernier projet que j'avais lancé en e-commerce, flop total, tout le budget pub cramé, et une discussion avec un ami qui me fait la remarque sur le copywriting. Alors je savais ce que c'était cette notion, tu vois, de vendre, on m'a expliqué qu'il fallait que tes textes soient bons, etc. Et le terme, je ne connaissais pas, et la tête que j'ai tirée ce jour-là, c'était le copy quoi? J'imagine. Et ce jour-là, on va dire que c'est là où j'ai eu le déclic pour le copywriting, où je me suis dit, mais c'est comme un super pouvoir, c'est génial. Et je me suis formé à fond là-dessus. Je me suis rappelé que j'avais des contacts qui étaient dans l'information, justement, que j'avais eu l'occasion de rencontrer les années passées, dans les divers endroits ou directement sur Internet, tu vois. Et j'ai trouvé mes clients tout de suite, on va dire, dans les 2 mois qui ont suivi. Et puis voilà, ça a commencé, ça s'est enchaîné. Et après, bouche à oreille principalement, des événements d'entrepreneurs aussi quand j'ai commencé à voyager. Ce qui a amené après ensuite à l'expatriation, d'ailleurs, on en parlera. Okay. Et du coup, après, ça s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui où j'ai un peu plus affiné mon approche pour des personnes qui sont, on va dire, averties du marketing, mais qui veulent retourner plus dans le côté humain, dans le côté authentique, du marketing, mais de se mettre eux au centre de tout ça et pas avoir un truc hyper agressif comme on peut avoir l'habitude de trouver. On aime ou on n'aime pas, ça marche effectivement, mais bon. Voilà, c'est plutôt quand on se lève le matin, on préfère impacter positivement la vie des gens plutôt que leur prendre leur porte-monnaie avec une valeur ajoutée qui est assez faible, où tout a été misé sur le marketing et les produits ne sont pas forcément qualitatifs. Exactement. Donc c'est vrai que quand tu as une approche plutôt consciente, comme je l'appelle, et que tu as un bon produit derrière, en général ça match parce que la personne se sent aussi plus alignée avec ce qu'elle fait, parce qu'il y en a aussi souvent qui disaient j'ai un bon produit, mais j'ai l'impression de voler les gens de la manière dont je leur présente. Je comprends. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat, et quand on remet l'humain au centre, ça change tout finalement. Alors on récapitule, donc le MLM, tu arrivais à en vivre à l'époque avant que ça... Ouais, de quoi vivre, entre 1 000 et 2 000 euros. 1 000 à 2 000 euros. De quoi payer les factures, quoi. Alors on récapitule, donc numéro 1, accident de moto, donc qui te perturbe en quelque sorte d'obtenir ton diplôme de coach sportif. Exactement. Ensuite, quand tu réalises que tu n'arriveras pas à avoir le diplôme de coach sportif, donc là, tu te lances dans le marketing de réseau. Donc pendant 2 ans, tu arrives à générer juste de quoi vivre, mais quand on est jeune, on a moins besoin d'avoir un train de vie important. En tout cas, je me reconnais beaucoup parce que j'étais exactement la même personne quand j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Je suis né le 8 août 1989. Et au début, on préfère, entre guillemets, survivre, comme j'aime bien le dire, manger en mode pas de pesto, pas de bolo. Ouais. Et du coup, ça permet par contre de gagner du temps, de commencer à avoir des compétences, toutes ces choses-là. Et ça, c'est inestimable parce que à l'avenir, vous êtes formé, vous créez des compétences et surtout, vous vendez pas votre temps pour une modique somme. Donc là, tu es salarié pendant quelques temps et tu t'aperçois que c'est pas fait pour toi. Tu touches un petit peu à tout, e-commerce, blogging, infoprenariat, consulting, toutes ces choses-là, jusqu'à la révélation de te sentir OK. Donc en fait, moi, ma zone de génie, c'est surtout d'écrire des textes et d'arriver à réaliser un marketing bienveillant qui permette que les personnes qui achètent le produit sentent heureux, stratégie d'Apple en quelque sorte. Et quand on reçoit le produit, on se dit OK, même si on peut peut-être dans notre tête, si on reprend l'exemple d'Apple, de dire c'est cher, mais quoi qu'il arrive, on est extrêmement heureux de l'acheter parce qu'on l'utilise au quotidien et surtout c'est conforme à la description du produit. Alors, là, peut-être qu'une question vous vient en tête. Merci Anthony. Tu viens de Briançon, donc tu as vécu dans la montagne. Pourquoi tu as décidé de quitter la France? Excellente question. Parce que là, on pourrait se dire, mais tu habitais dans un endroit rêvé, en plus 13 000 habitants, donc c'est pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Donc, dis-nous tout par rapport à ça. Ça a commencé finalement avec la suite des rêves finalement, parce que le marketing de réseau, ça m'a servi à ça m'a servi à m'éveiller au développement personnel, à devenir plus pour avoir plus,
à toutes ces choses-là et aussi à vouloir qu'est-ce qu'on veut faire. Et à cette époque-là, je m'étais dit, j'aimerais beaucoup voyager. Ça s'est pas fait pendant l'époque du marketing de réseau, mais petit à petit, quand j'ai commencé sur Internet, tu vois, je me suis dit, bon, là, je vais peut-être pouvoir l'Asie du Sud, comme beaucoup, parce que le coût. Mais du coup, à ce moment-là, micro-entreprise, je me suis rendu compte que tout de suite, rien que pour une micro-entreprise, il y avait 15 milliards de paperasses, c'était super long. Enfin, super long à l'époque, moi ça m'a paru long, ça m'a pris 3 semaines pour avoir un retour de courrier, renvoyer pour l'assurance. Ah ouais, tu voulais t'inscrire en tant moi, je pensais que j'allais m'inscrire, c'était bon, tu vois. Non, je me suis inscrit, j'ai attendu 2 semaines, après la confirmation, tu prends l'assurance, machin. Et quand il faut faire ta déclaration à l'URSSAF, pareil. Et à ce moment-là, il se trouve que j'étais tombé sur une de tes vidéos, je crois, ou celle de ton frère. Ok. Et je m'étais dit, mais c'est pas mal ça. Et du coup, bon, peut-être un peu anticipé, mais j'avais commencé à me dire, ouais, ça serait bien, hein, peut-être différents pays, donc Malte, Thaïlande, ou États-Unis, pourquoi pas, en fonction des endroits où j'avais envie de voyager aussi, tu vois. Et je me suis dit, mais l'Estonie, ouais, ça reste en Europe quand même. C'est pas trop loin. Et ce qu'ils présentent, ça a l'air pas mal. Je vais aller voir. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, bon... Tu as fait un petit test de 10 jours avant de t'expatrier définitivement. Ouais, je suis même venu un mois d'ailleurs. Un mois, tu as fait un test d'1 mois, merveilleux. Moi, comme ça, c'était sûr que j'aimais bien. Je suis venu en juin, je crois. Juin 2018. Ouais. Finalement, en fait, j'ai fait ça avant de repartir. J'ai trouvé un appartement, j'ai fait mes papiers, j'ai fait ma carte de résident. Tout s'est fait rapidement. Après, je devais repartir, donc je suis revenu pour récupérer ma carte de résident. Et à ce moment-là, j'ai fait ma boîte et compte bancaire, comptable et tout. Mais ça s'est fait en une journée. Donc finalement, le plus long, c'était la décision au départ, quoi, de valider. C'est bon, je vais m'installer. Mais quand j'ai vu la rapidité des choses et comment ça pouvait être géré en voyage, parce que ça, c'est aussi sujet d'inquiétude. Tu es à l'autre bout de la planète, tu dois envoyer un courrier pour l'URSSAF, tu fais comment? Donc ça, c'était une des raisons. Je me suis dit, si tout est en ligne et que je peux signer digitalement, que j'ai pas besoin de m'inquiéter, que tout sera fait, que le comptable, je lui envoie juste un email à la fin du mois, etc., c'est quand même beaucoup mieux parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de la charge mentale pour ce genre de choses, quoi. Ah, complètement. Donc, je résume la partie d'Anthony. Donc, numéro 1, tu souhaites réaliser quelques documents pour le statut de micro-entrepreneur. Là, tu t'aperçois que ça prend quand même un petit peu de temps seulement pour cette simplicité. Donc là, tu t'es dit, si je fais une société SARL, EURL, SASU ou encore que sais-je, là, ça devient vite usine à gaz par rapport à ça. Ensuite, tu avais cette notion de voyage. Donc, généralement, lorsqu'on est sur Internet, il y a ce point commun plus ou moins avec tout le monde, 0 contrainte horaire, 0 contrainte géographique, 0 contrainte hiérarchique. Donc du coup, généralement, on se dit pourquoi se limiter à un pays et pas de temps en temps regarder finalement qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc voir un petit peu le reste du monde. Et toi, tu avais déjà anticipé, et tu as bien fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est de te dire, ok, donc là j'ai quelques destinations en tête, je vais aller voir en test et ensuite je vais prendre la destination définitive. Et là, tu as pu voir l'Estonie, c'est merveilleux, notamment sur la partie digitale. Donc moi, je me souviens, c'était en 2019, donc j'étais au Kenya, j'avais un nouveau locataire, j'ai 5 biens immobiliers à Tallinn en Estonie. J'ai investi 311 000 € et je reçois donc 22 260 € tous les ans, donc rentabilité de 7,15% net en ayant investi avec ma société. Et j'ai un 6e bien qu'en travaux qui sera livré définitivement au plus tard en mai 2021. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est important, c'est que quand j'étais au Kenya, imaginez si vous vous retrouvez en Afrique ou en Asie comme Anthony, ou alors en Amérique latine ou que sais-je, à partir du moment où vous avez des documents, des signatures à faire, vous êtes très content d'être avec la signature digitale. Donc vous avez le Mobile ID ou le Smart ID, suivant si vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et du coup, hop, en quelques secondes, c'est fait. Donc là-dessus, c'est royal. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous donner un petit feedback? Donc, depuis Briançon pour aller jusqu'à Tallinn, tu prends quel aéroport? Lyon, Genève? Qu'est-ce que tu fais en termes d'avion pour aller jusqu'en Estonie? Et je dirais que le plus simple, ça reste Paris, parce que tu as des directs. Ah d'accord, donc c'est Briançon-Paris, ensuite... TGV jusqu'à Modane, ou le TGV jusqu'à Lyon-Grenoble, si je veux voir ma mère, elle est derrière Grenoble. Et Paris-Briançon, c'est combien de temps TGV? Paris-Briançon, c'est 3h30, plus une petite heure de bus, donc finalement 4 heures tu y es, quoi.
D'accord, ouais, donc ça va, c'est assez rapide quand même. C'est correct. Si tout se met bout à bout, tu peux partir le matin à 7h et être là-bas vers 16h. Quoi. Parfait. Si tout colle bien dans les horaires de train. Alors rappelez-vous, donc j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, donc vous avez 4 grandes villes, Bruxelles, Genève, Lyon, Paris, systématiquement c'est à moins de 3 heures de vol. Vous avez des vols directs, les compagnies comme Air Baltic, KLM, Lufthansa, Polish Airlines, etc., etc. Et de manière générale, entre 200 à 300 euros TTC aller-retour avec un bagage en soute de 20 à 23 kg suivant la compagnie, mais ça vous donne une petite tendance. Donc c'est assez rapide, vous savez. Donc même si vous êtes dans des petites villes comme Briançon, bah, on part le matin et en début d'après-midi ou milieu ou fin d'après-midi, bah, vous êtes carrément dans votre appartement. Donc là-dessus, c'est merveilleux. Alors est-ce que tu peux nous partager la réaction tes amis et tes proches quand tu as dit « Je vais vivre à l'étranger et spécifiquement, je vais m'installer à Tallinn, la capitale de l'Estonie ». Parce que j'imagine que Briançon, je pense pas qu'on doit, comme moi, d'un petit village à côté de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, de savoir exactement où c'est ou de se dire pourquoi l'Estonie. Je vais te dire quelque chose, c'est que la plupart des gens de mon entourage, ils n'ont pas spécialement compris tout de suite que je m'expatriais, parce que si tu veux, j'avais un peu commencé à voyager aussi avant. Donc bon, ils ont associé que bon, là, Anthony, il voyage, tu vois. J'étais des fois un mois à Bangkok, un mois ci, un mois là. Donc quand je dis ouais, je suis à Tallinn. Ils sont associés en gros tour du monde plutôt. Ouais, voilà, pour eux c'était bon, voyage. Il est allé à Tallinn, il va rentrer, tu vois. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils disent mais finalement je vais rester là, tu vois. Ah d'accord. Et après finalement ils ont toujours pas compris, puisque je suis reparti en voyage ailleurs, voilà. Et jusqu'à dire, bon, quand est-ce que tu rentres à la maison? Ben, je rentre pas, en fait. J'habite à Tallinn, maintenant. Donc, pour mes amis, ils étaient assez compréhensifs, parce que c'est des gens qui, pour la plupart, avaient aussi pour envie de voyager, ou ont déjà commencé à voyager. Donc, si tu veux, c'était pas étonnant pour eux d'avoir un pays comme ça. J'en ai certains qui sont expatriés en Europe de l'Est aussi, en Roumanie, en Bulgarie, ou un peu aussi à Budapest pour certains. Donc, c'était pas étonnant pour eux de me voir à Tallinn. En plus, ils avaient des très bons échos sur la ville. Ils me disaient, bon, écoute, c'est compréhensif, tu vois, c'est pratique. Pour la famille, bon, ils aimeraient bien me voir un peu plus, tu vois, mais j'ai envie de te dire, moi, je choisis un endroit où je suis le bienvenu. Je comprends. J'aime bien dire ça. Parce que j'avais aussi un autre choix, numéro 2, c'était la Thaïlande, parce que j'ai beaucoup aimé, j'y suis allé 5-6 fois, j'ai passé peut-être quasiment 1 an au total là-bas. Donc ça aurait pu être un choix sympa, mais c'était, tu vois, par exemple, plus pollué, plus compliqué administrativement, et surtout, c'est peut-être la raison principale, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tu peux dire, allez, à Noël, je vais aller voir ma famille. Bon, ça s'organise en une journée, comme on l'a dit, on est arrivé. À Bangkok, si tu veux revenir voir la famille pour 1 semaine, c'est pas la même organisation, quoi. Ouais, bah, la Thaïlande, on a numéro 1 le décalage horaire. Voilà. Numéro 2, c'est rare d'avoir des vols directs, donc vous allez avoir une escale, donc ça va vous prendre minimum 1 journée. Numéro 3, bon, bah, en termes de tarifs, ça va être beaucoup plus cher. Et surtout, bien, le plus important, c'est que si vous décidez de vous expatrier, là c'est en mode, il faut des visas, il faut remplir des tonnes de papiers, donc rien à voir avec la simplicité de l'Union européenne. L'Estonie, c'est dans l'Union européenne, donc là-dessus, c'est royal. Exactement. J'aurais pas pu mieux dire, parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est la simplicité. Et c'est de se dire, quoi que je fasse après, que je reste là toute ma vie ou que je décide d'aller ailleurs après, comment ça se passe aussi. Parce que tu as plein de solutions à l'international. Si tu veux ne serait-ce que revenir en Europe ou en France, tu sais pas trop comment ça va se passer pour ton argent. J'avoue que quand vous êtes expatrié, donc si vous avez choisi une autre destination que l'Estonie, mais que ça reste l'Europe ou encore mieux l'Union européenne, généralement, en cas de besoin, si vous voulez rentrer tout simplement en France ou en Belgique au cours des 10 prochaines années ou dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être assez simple. Si en revanche, vous venez des pays qu'on estime paradis fiscaux, il peut avoir certains litiges ou alors, oui, mais vous devez payer telle ou telle taxe. Bref, voilà, vous savez, je ne vais pas vous faire le dessin, mais en gros, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Les informations s'échangent. Donc, quand vous avez fait un truc clean dans un pays comme l'Estonie, vous voulez demain retourner en France, il n'y aura aucun problème. Alors que si vous êtes dans des autres destinations plus exotiques, malheureusement, on peut vous demander pas mal de comptes à rendre. Ouais, mais telle année à telle année, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas payé de taxes? Toutes ces choses-là. Donc du coup,
c'est un petit peu problématique, notamment si vous commencez à avoir un patrimoine de plusieurs millions d'euros, parce que comme vous en doutez, la France, ils peuvent vous gratter un petit million ou plusieurs millions dans l'opération, ils vont pas gêner, alors que lorsque c'est dans l'Union européenne, tout a été fait, les conventions internationales ont été signées entre les différents pays, toutes ces choses-là, donc beaucoup plus simple, je peux vous le dire, par rapport, allez, on va donner un exemple d'un autre pays, si vous êtes expatrié au Maroc, bah, ça va être rien à voir si vous revenez en France, voilà, pour donner juste cet exemple parmi tous les exemples que vous connaissez de nombreuses destinations. Alors là, vous demandez peut-être, ok Anthony, mais est-ce qu'il y a un truc qui te manque en France? Et si oui, bah, qu'est-ce que c'est? Alors oui et non. Je dirais oui dans le sens peut-être la famille, parce que tu peux pas la retrouver comme... Il le sait pas Anthony, mais tu as donné la même réponse que toutes les personnes qui sont passées. Ouais. Principalement parce que je dirais que la nourriture, tu peux quand même trouver à peu près tout ce que tu veux ici, même si des fois les produits exportés peuvent être plus chers ou autres. Tu peux quand même... pas un gros fromage à Briançon qui te manque ou non, qui est connu. Puis même, tu vois, question digestion du fromage en ce moment, j'essaye de ouais, les réguler. produits laitiers à éviter, les amis. Voilà. Donc finalement, non. Et puis même, tu vois, en termes de nourriture, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Si on va manger au restaurant, c'est pratique. Sans parler aussi même des transports, quoi. Enfin, c'est même mieux d'ailleurs. Tu peux prendre le taxi pour quelques euros pour aller à peu près n'importe où dans la ville. C'est quand même pratique. Et il n'y a pas ça dans les petites villes aussi à Briançon. Donc je comprends. Donc non, pas spécialement, à part la famille. Et puis même les amis, j'ai envie de te dire, on pourrait dire oui, mais finalement, qu'on soit en France ou pas, si tu connais des gens un peu à divers endroits, tu les vois pas plus que tu sois en France ou que tu sois en Estonie. Parce que chacun est dans sa ville, si tu veux aller la voir ou le voir, ça prend... Voilà, je prévois le voyage, tu vois. Donc prévoir le voyage d'ici ou depuis Paris ou je ne sais quelle ville, finalement, ça revient à la même chose. Les amis que je vais aller voir en France, je vais faire un road trip et je vais aller voir les amis, comme si j'habitais en France, tu vois. 100% d'accord avec toi. Moi, c'est exactement le même principe. C'est que quand j'étais en France, donc avant 2012, généralement, on a cette illusion de se dire on voit les gens ou nos connaissances plus souvent. Mais généralement, tout le monde est pris dans le flot de la vie et le rythme infernal de la société. Donc, généralement, on va les voir juste 2-3 fois par an. Et le fait que je sois à l'étranger, moi, notamment par rapport à ma famille, je m'aperçois qu'on passe des moments beaucoup plus qualitatifs parce qu'on se voit que 2 à 3 fois. Mais le fait que dans notre esprit, je vais revoyager un petit peu partout dans le monde et ainsi de suite, la semaine que je passe avec mes parents, je suis beaucoup plus présent avec mes parents alors que quand je passais peut-être 2 semaines avec mes parents parce que quand j'étais étudiant, j'ai habité à Lyon ou Marseille, on se dit ouais mais je vais le revoir dans une semaine. Donc du coup les moments de qualité sont moins bons. Je sais pas si j'arrive bien à l'exprimer, mais en gros ce que je veux dire par là, c'est que on va plus profiter de nos proches, peut-être sur des périodes un petit peu plus courtes, mais parfaitement pendant quelques jours, alors qu'avant on profitait sur des plages un petit peu plus importantes, donc quelques jours supplémentaires, mais comme on a moins cette urgence, les moments de qualité sont moins présents. Voilà, c'était ça pour la petite aparté. Je pourrais rajouter une chose, c'est que finalement le fait aussi, l'avantage d'être loin, c'est que quand tu retournes voir ta famille ou tes amis, déjà les moments sont plus qualitatifs parce que tu as décidé de prendre ce moment pour eux. Et tu prends plus conscience aussi pour les personnes de ta famille qui prennent de l'âge que ces moments sont importants. Donc des choses que tu as procrastiné à faire ou que tu saves... Je confirme. Que tu sais qu'il leur fait plaisir, tu vas plus prendre le temps de le faire. Par exemple, une expérience qu'ils n'ont jamais vécue, tu dis je vais prendre une semaine pour lui faire vivre ça. Ou je sais qu'elle a envie de goûter telle chose, je vais lui ramener ça, on va aller manger dans tel restaurant. Des choses que quand tu passes finalement régulièrement, chaque mois tu passes une semaine, tu dis c'est pas grave, on le fera le mois prochain, ou on le fera pour Noël. Et le plus tard, malheureusement, souvent égale jamais. Exactement, et le jamais, surtout pour les personnes de notre famille qui prennent de l'âge, le jamais peut se finir par merde, il est mort, quoi. Ouais, complètement. Un peu trash de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Ouais. C'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, autre question, qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Tallinn? Mais alors plein de choses. Par quoi on commence? Non, déjà la première raison qui m'a fait venir ici, la simplicité administrative, le fait que tout soit rapide, tout soit simple, tout soit fluide. C'est-à-dire que même s'il y a une information qu'on ne sait pas, on pose la question, par email on a la réponse dans 2 jours. Donc ça n'a rien à voir avec la France. Deuxièmement, je dirais le climat, parce que malgré que les hivers soient quand même assez rudes dans le sens où le jour est court,
l'été est très agréable et puis même s'il y a un air de qualité, moi c'était important aussi, ce que je te disais, la Thaïlande juste avant. Ouais, c'était tout pollué, des nuages noirs, et là, t'as l'air pur. C'est pas ça, tu vois, je viens de la montagne quand même, je dis, si je vis quelque part, il faut qu'au moins que quand je sors, je puisse respirer correctement, quoi. Qu'il y ait de la nature. Une phrase que j'ai beaucoup entendue et qui reflète bien Tallinn, c'est que tu as des villes comme Paris où tu as t'as la forêt autour de la ville, il y a la ville et c'est tout. Ben là, c'est un peu l'inverse à Tallinn, c'est la ville qui est dans la forêt. C'est-à-dire que partout où tu vas, dans toutes les rues, tu as des arbres. Et si tu sors à 5 km, bah, tu n'as que de la forêt, quoi. Donc niveau nature... c'est l'un ou le air le moins pollué d'Europe. Je crois que j'avais lu le deuxième air le plus pur du monde, même. Ouais, le deuxième air, c'est ce que j'avais lu également, donc c'est assez impressionnant, sachant qu'on est dans une capitale quand même d'Europe. Quand même, donc tout de même, donc très technologique, et aussi, je dirais, la sympathie des gens. Malgré qu'ils soient un peu réservés au début, parce qu'on vient quand même d'un pays méditerranéen, si on apprend à comprendre comment ça marche, à s'intégrer, à aller faire un peu des activités, finalement, c'est des gens qui sont très respectueux, qui sont beaucoup plus dans la confiance. On se rapprocherait presque un peu du Danemark, de la Suède, tu vois, où tu peux laisser ton téléphone dans un café, aller aux toilettes sans que personne te le prenne, alors que dans certains endroits, on ne laisserait même pas juste un billet de 5 €, quoi. Complètement, ouais. Donc ça, c'est les 3 points principaux. Après, il y en a d'autres, comme on a dit tout à l'heure, les restaurants qui sont très larges en termes de panels accessibles, les taxis qui coûtent rien du tout. Il y a d'autres raisons, mais déjà, c'est les principales et les plus, on va dire, agréables à vivre au quotidien, quoi. Alors, on va revenir sur 4 piliers d'une expatriation réussie. Donc, numéro 1, concernant l'appartement, en combien de temps tu l'as obtenu ? Alors, l'appartement, du moment que c'était, je dirais, trouver l'annonce, le rendez-vous et tout signé, 1 semaine. Ouais. Pareil, quand je suis revenu, parce que du coup, j'étais parti voyager, j'ai repris un appartement en février, j'ai juste pris 1 semaine d'hôtel, j'ai envoyé quelques emails, j'ai fait 4-5 visites et puis c'était réglé, quoi. Le contrat dans la journée, le premier paiement est terminé. Ouais, je crois qu'il n'y a jamais, je réfléchis, mais je crois qu'il n'y a jamais une personne qui m'a dit qu'il a mis plus d'1 semaine pour trouver un logement. C'est rapide. Pourquoi ? Parce que 0 fiche de paye, 0 cautionnaire. À partir du moment où vous voulez avoir le logement, vous dites quelle date, ça peut être demain, ça peut être dans 3 jours, dans 5 jours. Et ensuite, boum, c'est réglé. Vous êtes à nouveau dans l'appartement. Donc, comment ça se passe ? Donc, 1 mois de loyer d'avance, 1 mois l'équivalent du loyer en caution, et si vous êtes passé par une agence, donc 1 mois de frais d'agence, donc là vous pouvez potentiellement négocier 50-50, donc 50-50 avec le propriétaire, notamment si vous engagez sur minimum 1 an, donc généralement les proprios vont accepter, et si vous passez par un particulier, donc là vous allez avoir seulement le mois de caution ou encore le mois de loyer d'avance. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'étais passé par un particulier, donc du coup j'ai pas de souci par rapport à ça. Vous avez des sites comme City24 qui vous permettent de trouver de nombreux logements vis-à-vis de tout ça. Alors toi là aujourd'hui, tu habites en fait pas loin de chez moi finalement, c'est ce qu'on se faisait la réflexion. Combien tu payes ? Quel est à peu près le nombre de mètres carrés là, de ton appartement actuel là, en ce moment ? D'accord. Là, ce que j'ai trouvé, c'est un appartement d'environ 55 mètres carrés, donc 2 pièces, tu vois, comme on dirait T2 en France. Ouais. Une chambre, le salon, la cuisine, quoi. Ok. Plus les sanitaires. Pour moins de 600 €, je crois que je suis à 550 hors charge et je dois être à peu près à 700, toutes charges comprises avec Internet. Internet, aussi, eau, électricité, charges de copropriété, 700 €. Ouais. 700 € tout compris pour 55 mètres carrés sur un dernier étage d'appartement calme à Cadre-York. C'est bien. Et en termes, parce qu'en fait, le Cadre-York, vous ne connaissez certainement pas, c'est un parc où il y a le palais présidentiel. Donc, que ce soit moi-même, mon frère ou même Anthony, on habite juste à côté du parc. Donc, c'est assez marrant. Moi, personnellement, j'habite à peu près à 600 mètres du palais présidentiel. Donc, c'est assez marrant de dire ça en petite analogie, d'être à côté des hommes politiques de l'Estonie et de voir cette tranquillité, cette sérénité, sécurité qui respire. Maintenant, vis-à-vis de la carte de résidence, donc toi tu es expatrié à l'été 2018, est-ce que tu te souviens combien de temps ça t'a pris pour l'obtenir ? Ouais, alors ils annoncent quand tu vas la prendre entre 1 à 4 semaines. Moi je sais que ça avait pris 10 jours à peu près. Là aussi, c'est à peu près ce que tout le monde donne comme réponse. 10-15 jours. Bon, moi j'avais dû repartir de l'Estonie, donc je ne l'ai pas récupérée tout de suite, mais elle était arrivée
elle était disponible après 12 jours, je crois. Donc, tu avais été la récupérer juste après, ouais, je suis retourné un mois après la récupérer. Donc, souvenez-vous, quand vous allez réaliser votre carte de résidence, de manière générale, c'est entre 7 et 14 jours. Donc, en gros, donnez-vous ça comme mission, max 15 jours. Donc, 7 jours, grand maximum. Vous avez pu voir d'autres vidéos. Des fois, ça se fait dans la journée, dans les 2 jours. La carte de résident, plus ou moins tout le monde. Moi-même, c'était pareil, entre 7 à 14 jours. Vis-à-vis de la création de la société, donc 190 € une fois, les amis, vous avez accès à vie. En combien de temps tu as mis pour avoir tout vis-à-vis de ta société? 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes? Bah écoute, ouais, un quart d'heure l'application. Après, je dirais une demi-journée, le temps d'attendre que tu reçois un retour de mail, puis d'aller à la banque, puis de refaire l'application. Toi, tu as fait dans la même journée? Moi, j'ai tout fait. J'ai fait compte perso le matin. Ok, compte perso le matin, ouais. Pour l'ouverture. Après, bah, le compte pro l'après-midi, le mail au comptable le soir, la confirmation du comptable le lendemain. Et c'était réglé. C'était bon. En 24 heures, c'est réglé, les amis. Ouais. Et ça, c'était un truc qui m'inquiétait, tu vois, comme tu disais en France tout à l'heure, le passage en société, le coût, le délai, et puis les paperasses, et puis l'inquiétude que ça génère. À part, finalement, cette journée d'application, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Ouais, donc rappelez-vous par rapport à ça. Donc moi, c'était exactement le même principe. Donc j'avais fait le matin à 10 h, société. Ensuite, j'avais eu la confirmation dans l'heure. Après, j'avais réalisé un rendez-vous à une banque donc, qui s'appelle Swedbank, l'une des 3 banques principales de l'Estonie. Et après, dans la soirée, comptable. Et j'avais eu même la réponse aussi, là encore, dans l'heure. Mais en gros, 24 heures max. Tout est réglé, tout est finalisé et tout est en ordre. Donc là-dessus, je pense pas qu'il y a mieux dans le monde. Si vous connaissez des pays où la création de société c'est inférieur à 190 €, honnêtement, dites-le moi dans les commentaires, juste par curiosité. Personnellement, je ne connais pas. Alors, il y a 3 banques principales ici en Estonie, Swedbank, LHV, SEB. Je suis personnellement un Swedbank. Qu'est-ce que tu utilises toi également? Compte pro, compte perso. Donc Swedbank, compte pro, compte perso. Les néobanques aussi autour. Alors qu'est-ce que tu utilises en néobanque? Principalement Revolut. Revolut. Après j'ai derrière N26, Bunk, TransferWise et Monez, je crois. Ok, alors j'utilise pas perso Monez, mais par contre N26, Bunk, Revolut, TransferWise, foncez si vous avez déjà ce quatuor. Vous pouvez même avoir des comptes pro sur TransferWise et Revolut en cas de besoin, mais voilà, en quelque sorte, ça va être royal par rapport à ça. Donc je récapitule. Donc numéro 1, l'appartement. Donc là, vous pouvez avoir 7 jours chrono, max. Numéro 2, carte de résidence, 14 jours max. Numéro 3, création de la société, 24 heures max. Numéro 4, compte bancaire, pro et perso, 24 heures max. Donc en faisant ça, c'est pour ça qu'on a une promesse de formation avec mon frère, expatriation fiscale en 30 jours chrono, puisque c'est impossible en plus de 30 jours si vous faites toutes les étapes de A à Z, ça sera finalisé bien avant. Alors j'aimerais aussi que tu nous donnes un petit feedback concernant le train de vie. Tu as vécu à Briançon, est-ce que Tallinn c'est plus cher que Briançon? Est-ce que c'est exactement le même prix? Est-ce que c'est un petit peu moins cher? Quel est ton ressenti vis-à-vis du coût de la vie? Alors par rapport au coût de la vie, je dirais que si je compare à Briançon, ça serait plutôt similaire. Donc sachant que du coup Briançon c'est une petite ville. Okay. Si tu compares à Paris, c'est beaucoup moins cher. Complètement. En gros, Briançon, je pense que ça doit être comme moi, Chalon-sur-Saône. À peu près. Ouais. C'est à peu près les tarifs de Tallinn. Finalement, tu parles, c'est en termes de logement, on est à peu près sur quelque chose de similaire. Bon, je pense un petit peu moins parce que je me rappelle un appartement qu'on avait eu à l'époque qui faisait 50 mètres carrés, on payait pareil 750 €, tu vois. Donc je te disais, là, moi 700 à 55, on est quand même pas mal. Et Briançon, c'est dans le même genre, c'est ça? Ouais, c'est dans le même genre. C'est dans le même genre. Sauf qu'ils ont aussi un centre historique comme il y a à Tallinn, ce genre de choses. Donc, même dans le centre historique, je pense que les tarifs seraient similaires si on compare entre ici et là-bas. Et puis en train de vie de façon générale, de façon nourriture ou autre, alimentaire, je dirais que c'est similaire. Restaurant, ça serait même moins cher.
parce que ben, ça reste des restaurants en France. Alors que Briançon, si on se prend une grosse raclette, une fondue savoyarde, j'imagine que ça doit astiquer les prix. Peu importe ce que tu prends, finalement, c'est des restaurants voilà, où tu as quand même du tourisme qui vient, donc c'est des prix un peu plus, je dirais, haut de gamme. La Suisse, donc, pas très loin, voilà, j'imagine. La Suisse, pas très loin, donc finalement, très vite, tu vas au resto, bah, tu t'en tires pour 30-40 euros, alors qu'ici, tu peux vraiment très bien manger pour ce prix-là, tu vois. À 30 euros en Estonie, là, vous avez quand même du très bon resto. Parce que, rappelez-vous, le salaire minimum, c'est environ 540 euros. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Et à Tallinn, les gens gagnent environ 1200 euros net par mois. Donc, ce qui est plutôt bon, mais plutôt fait pour une capitale de l'Union européenne, comme vous en doutez. Donc, ayez ça comme analogie. Donc, si vous venez de Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, des grosses villes, et encore plus particulièrement Paris, ça va être cheap pour vous. Si vous êtes plutôt comme Anthony, Briançon, moi, Chalon-sur-Saône, la campagne, ça va être à peu près le même type de tarif. Donc, vous n'allez pas forcément faire une économie, mais par contre, tout ce qu'on a évoqué dans la vidéo là-dessus, économie de tranquillité, dans les clous vis-à-vis de l'administration, tout est digitalisé, donc ça n'a pas de prix. Alors, je vais revenir aussi sur 2 objections que je reçois systématiquement. C'est d'ailleurs les 2 seules concernant l'Estonie. On va voir le point de vue d'Anthony. Donc, numéro 1, je ne parle pas anglais. Donc, où est-ce que tu as appris l'anglais ou comment fais-tu pour communiquer en anglais ici? Et numéro 2, la météo. Donc, tu viens de Briançon, tu vas pouvoir nous donner aussi un feedback concernant le climat. Tallinn versus Briançon. Donc, je te laisse nous donner un feedback vis-à-vis de ces 2 choses-là. Yes, complètement. Bah, je dirais que pour l'anglais, finalement, c'est pas tant un obstacle parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il parle bien anglais? Bah, je trouve très bien. Et donc, on peut aussi très vite savoir, en se renseignant un peu sur leur éducation, que très tôt, les enfants apprennent l'anglais, que tout le système, hormis si on parle là, vraiment des retraités qui sont de l'ancienne génération, où là, c'est peut-être un peu plus dur de trouver des gens qui parlent anglais. Ouais, supérieur à 60 ans, en gros, retraité, parce que ex-URSS, hein, l'Estonie a eu l'indépendance en 1991, donc forcément, si les personnes ont plus de 60 ans aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément en train d'apprendre l'anglais quand ils étaient jeunes. Ils avaient autre chose à faire. Voilà. Donc après, moi, j'ai appris surtout en voyageant, si tu veux, parce que au début, c'est les nécessités. Hein, voilà, tu as besoin de te déplacer, de manger, de dormir, de demander des renseignements. Donc, tu apprends finalement. Et puis, petit à petit, à force de rencontrer, t'améliores. Moi, j'ai pris des cours aussi. À un moment, je me suis dit, voilà, il faut quand même upgrade un peu le niveau, tu vois. Donc toi, les cours d'anglais, tu les as pris en Estonie ou dans un autre pays? Je les ai pris en ligne. D'accord, en ligne pour parce que j'ai commencé, des bases. Voilà, j'ai appris les bases par moi-même, on va dire, mais en rentrant, je me suis dit c'est clairement pas suffisant. Donc j'ai pris des cours en ligne pendant plusieurs mois, et ça m'a permis d'avoir un anglais conversationnel. Finalement, en 3 mois, c'était... Ouais, d'avoir quelques bases. On vous demande pas évidemment d'être bilingue, vous inquiétez pas. Moi, je suis une chèvre en anglais. Hein. À te débrouiller. C'est juste avoir quelques petites brides pour, en cas de besoin, si vous allez à la banque, et ainsi de suite. Voilà. Regardez Maxence Rigotier, Adrien Jourdan sur l'anglais, vous allez voir mon niveau d'anglais catastrophique et pourtant je suis expatrié depuis 2012, donc j'ai fait Malte et ensuite l'Estonie où c'est beaucoup plus simple. Exactement. Donc ouais, ça, moi c'est vrai que j'avais suivi, je crois que ça s'appelait The Asway, quelque chose comme ça, c'est très pratique en 3 mois. Et après, pour la météo, c'était aussi une exigence parce que Briançon, j'ai dit, tu as 300 jours de soleil par an. Donc finalement, j'avais pas envie de me retrouver dans un endroit où c'est la Bretagne, quoi. Et par rapport à ça, j'étais très étonné de voir que même s'il fait pas très beau, tu vois, le fait qu'il y ait le vent baltique, ça dégage tous les nuages très vite et il peut pleuvoir le matin, faire beau le soir. Même si sur la météo, ça écrit gris ou pluie, potentiellement, tu as une éclaircie l'après-midi. L'exemple d'hier. Exactement. Grosse pluie, en tout cas, c'était marqué ça à la météo. Et le soir, j'ai fait quelques photos d'un shooting photo. Le soleil était très bon, il devait faire 20 degrés. Donc, comme quoi, le climat est assez changeant. Et alors, je connais pas la Bretagne, mais je pense qu'il est un petit peu mieux que le climat breton. Exactement. Et puis finalement aussi, on a pas mal de soleil. Et puis des températures pas trop élevées. Donc il y en a peut-être que ça te dérange de ne pas avoir 30 ou 35 degrés. Moi personnellement, j'apprécie de ne pas suer tout le temps dès que je sors marcher un petit peu, tu vois. L'été est meilleur en Estonie, c'est sûr, entre 20 et 26 degrés l'été, alors que malheureusement, quand on est en plein cagnard à 30, 33, 35, 38 ou plus dans certains endroits,
on n'en peut plus et on se dit en fait je reste chez moi avec la climatisation, alors que là on peut sortir soit en étant un petit pull, soit en ayant un petit débardeur, mais en gros on est très très bien par rapport à ça. Exactement. Donc toi, le climat, voilà, ça t'a pas du moi, tout je gêné. trouve que c'est bien, tu vois. Même l'hiver, finalement, je me disais, ça y est, un pays où il y a vraiment y avoir de la neige. Donc, c'était pas le cas l'hiver dernier. Ils ont dit apparemment, les Estoniens, que c'était pas un hiver typique. Mais finalement, je m'étais dit, bon, il n'y a pas la montagne, mais peut-être qu'avec le froid, il va y avoir de la neige. Et puis, c'est quand même un sacré équilibre de se dire, on peut avoir la neige, on peut avoir la forêt avec des parcs naturels super beaux, on peut avoir la mer aussi. Quand tu dis, j'ai la mer à Tallinn, ils disent, mais t'habites où? Absolument, et la mer Baltique, c'est aussi, je pense pour les personnes qui connaissent un petit peu le froid, c'est un froid sec. Donc du coup, même si, parce que moi j'ai déjà eu des connaissances qui m'ont dit mais je comprends pas, chez moi j'ai un froid humide, il fait 3 degrés, je suis gelé, là il fait -5, froid sec, et j'ai pas vraiment froid. Donc pourquoi? Parce que vous le savez, si vous avez déjà été dans des froids secs, ça te prend pas tes habits, tes tripes, donc du coup, par rapport à ça, là encore, c'est un gros avantage. Merci par rapport à ton feedback. Donc on va terminer sur 2 dernières questions. Donc numéro 1, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et numéro 2, tu as suivi l'autre programme avec mon frère concernant l'expatriation. Donc, comment ça t'a aidé pour bien t'expatrier parfaitement? Donc, nous faire un petit feedback sur quels sont les points forts et surtout en quoi ça t'a aidé de réaliser ton expatriation, la formation concernant l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Yes. Mais alors, ce que je pourrais dire à une personne qui cherche à s'expatrier mais qui hésite, c'est simplement déjà peut-être de venir faire un test. Tu vois, comme j'avais fait, j'étais venu quelques jours. Et finalement, j'ai tout de suite vu comment ça fonctionnait. Et puis aussi se dire que finalement, maintenant, c'est quand même mieux qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, on n'était même pas une dizaine d'entrepreneurs. Maintenant, il commence à y avoir une sacrée communauté française. Maintenant, il y a au moins 3-5 personnes. Moi, je reçois des messages. Je suis expatrié, donc 3-5 personnes par mois, des nouvelles. Voilà, exactement. On doit être peut-être aujourd'hui, à l'heure où on fait cette vidéo, peut-être une quarantaine, je dirais, d'entrepreneurs. Et ça, à mon avis, ça va minimum, je pense qu'on s'approche même des 100 personnes que je connais. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes sont discrètes et tout le monde n'est pas connecté. Donc c'est vrai que voilà, au moins une 50aine de personnes, voire une centaine. Donc finalement, la crainte de la solitude aussi, de se dire oui, mais je vais être dans un pays que je connais pas, il y a personne, est dissipée. C'est même d'ailleurs plus facile de faire des rencontres avec des entrepreneurs, donc de se sentir un peu chez soi avec des gens qui nous comprennent, parce que finalement, les Estoniens, si on rencontre des Estoniens typiques qui ont un travail, on peut se dire ouais, mais ils sont pas entrepreneurs, c'est difficile de connecter. C'est plus le problème. Et puis il y a plein de types de profils qui sont venus. Il y a des familles, il y a des personnes de tout âge, tu vois, des jeunes comme moi, des personnes qui ont la quarantaine qui veulent se poser. Et puis, comme c'est quand même en Europe, même pour les enfants, il y a des personnes qui sont divorcées et qui ont leurs enfants en France. C'est quand même assez facile pour venir. Donc, je dirais venir faire un test, voir comment c'est, parce que si ça plaît pas, ça plaît pas. Comme dit, on vient pas dans un pays aussi uniquement pour les taxes. Si l'Estonie, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais après, je pense que majoritairement, si déjà tu viens essayer, l'essayer, c'est l'adopter, tu vois. Complètement. Et puis, pour finir sur la formation, pour moi, c'était aussi dans le sens... Si j'y vais tout seul et que je dois tout chercher, ça va me prendre du temps, ça va me prendre la tête. Et puis, j'y vais qu'un mois, donc je sais pas trop, tu vois. Alors que finalement, avoir la formation, clairement, c'est tu suis étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et t'arrives à la fin, t'as tout, quoi. Complètement. Avec tout ce que tu as besoin si tu veux aussi commencer à investir. Puis maintenant, tu as un peu les contacts, etc. Donc, je dirais que c'est un simplificateur. Et puis, quand tu sais que le temps a de la valeur, finalement, le temps, c'est entre guillemets de l'argent. Donc, finalement, c'est un gain d'argent. Ouais, je crois que l'intégralité des entrepreneurs a la même philosophie. On investit pour pas se prendre la tête, que tout soit parfait. Et c'est ce que j'invite systématiquement à faire, quel que soit le domaine où vous êtes. Investissez, achetez des formations. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir un gain de temps, une tranquillité d'esprit et surtout pas vous prendre la tête et réaliser des quelconques recherches tout seul. Ça prend un temps fou et surtout, chose qu'on n'imagine jamais, c'est de savoir si les informations sont vérifiées, oui ou non. Ça aussi, c'est parce qu'avoir une information, mais si c'est une fausse information, eh bien, on n'est pas au courant. Alors que là, vous savez, ça marche, ça fonctionne, il suffit juste de le répliquer. Exactement. Merci Anto par rapport à ton feedback. Donc, je récapitule quelques avantages de l'Estonie. Donc, numéro 1,
Union européenne. Donc, vous pouvez venir sans passeport, seulement avec votre carte d'identité. Pas besoin de visa. Numéro 2, vous avez, donc c'est la monnaie, c'est l'euro. Donc, pas de problème de taux de change. Numéro 3, vous avez les processeurs de paiement comme Stripe, PayPal. Numéro 4, connexion Internet, c'est une fusée entre 0,5 giga à 1 giga seconde. Numéro 5, l'écologie. Numéro 6, toutes les démarches administratives peuvent s'effectuer en anglais, donc si vous ne savez pas parler estonien, il n'y a aucun problème. Numéro 7, l'éducation de l'Estonie. Bien, c'est la meilleure d'Europe. Numéro 8, l'Estonie, c'est le pays le moins endetté d'Europe. A contrario, la France est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Vous pouvez aller sur dette-publique.fr. Donc la France s'endette de 2665 € par seconde. Concernant la création de la société, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc difficile de faire mieux. Vis-à-vis des revenus personnels, donc si vous versez des dividendes, donc vous avez 20% de taxes. Donc si vous voulez vous verser 10 000 € par an ou 1 milliard par an, c'est 20%. Donc du coup, ce qui permet, si vous réalisez un bénéfice de 200 000 €, vous décidez de vous verser un dividende de 50 000 €, 10 000 € pour l'État estonien, 40 000 € sur votre compte personnel et les 150 000 € qui vous restent, donc soit vous pouvez les réinvestir dans votre business, la bourse, l'immobilier, l'or, les revenus, les investissements que vous désirez. Vous avez également la création d'une société pour 190 € une fois vous avez accès à vie à la société. Donc il y a énormément d'avantages vis-à-vis de l'Estonie. Tout est digitalisé, 3 banques principales, SEB, Swedbank et l'HV, etc., etc. Donc je vais m'arrêter là, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'avantages concernant l'Estonie. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, merci par avance. Si vous avez des connaissances, des amis entrepreneurs, investisseurs qui souhaitent quitter la France ou encore s'expatrier mais ils ne savent pas quel pays choisir, je vous invite à partager la vidéo et surtout à faire un petit test d'une semaine, 10 jours, 15 jours en Estonie pour savoir si c'est un pays qui vous convient. Merci par avance pour les partages. Et si vous êtes encore jusqu'ici, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte. Optimisation fiscale, donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour bénéficier de cette formation offerte, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et si vous voulez voir des dizaines d'avantages de l'Estonie, regardez la page de présentation de la formation concernant l'expatriation, expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Il y a un deuxième lien dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bonne page de présentation, bonne formation offerte et peut-être au plaisir, qui sait, en chair et en os, directement à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Vive l'expatriation et welcome to Estonia. Bye bye. À bientôt.